Sans plus tarder, je vais donner la parole à Dr Marwan Braham qui remplace Dr Fathi Zewa pour nous parler de la progestérone pour bloquer le pic de LH. Merci c'est Taher. Alors, Dr Zewa vous présente ses excuses. Je le remplace pied levé et je suis désolé, mais vous devrez me supporter encore 20 minutes. Ça sera rapide. Alors, on va parler aujourd'hui de la progestérone pour bloquer le pic de LH. Alors, pourquoi on y a pensé? Parce que tout simplement, il y a plein d'articles, plein de travaux biologiques qui ont démontré que la progestérone, comme hormone, a cette faculté de bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire et de bloquer la sécrétion de FSH et de LH. D'ailleurs, travail très intéressant publié en 1996 sur les macaques rhésus, on a démontré que le fait d'administrer de l'évonogestrel, ça élimine complètement toute sécrétion de progestérone, de LH, et on n'a pas du tout de pic de LH. Même chez les êtres humains, ça marche aussi. Si on compare la PPOS, on va le dire beaucoup, donc Progesterone Priming Ovarian Stimulation, PPOS aux différents types, aux différents protocoles de stimulation ovarienne, on voit que là aussi, on a une diminution, en tout cas une disparition totale de tout pic prématuré de LH. Pas de suspense, hein. Si on va faire du PPOS, ça sera pour les patientes chez qui une indication de frisol, en tout cas, il n'y a pas d'indication de faire un transfert en frais. Si on va utiliser de la progestérone, il y aura une asynchronisation mais totale entre les follicules et l'endomètre, et on ne peut pas transférer un embryon frais sur un endomètre qui a été boosté, en tout cas qui a été en contact très étroit et très prolongé par de la progestérone. Les différents protocoles de PPOS, vous allez voir, ça ressemble beaucoup au protocole antagoniste. Donc il y a le protocole fixe et le protocole flexible. En tout cas, il y a un protocole fixe où on commence le PPOS, la progestérone, dès le début de la stimulation ovarienne, donc en concomitance avec les gonadotrophines. Soit le protocole flexible, on utilise les mêmes critères d'introduction des antagonistes, ça veut dire un follicule de 14 mm ou une oestradiolémie qui dépasse 250-400 picogrammes par millilitre. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme progestérone? Il y a une panoplie, une pléthore de progestérone qu'on pourrait utiliser, la progestérone micronisée, la dédrogestérone, l'acétate de méthoxyprogestérone, l'acétate de citroprotérone, la normogestrel, l'évonogestrel, drospirinone. Il y a plein de progestérone qu'on peut utiliser pour bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et aussi, on connaît les doses. Les doses pour cet effet antigonadotrope, donc il faut utiliser des doses un peu supérieures pour cet effet nidatoire sur l'endomètre. Donc on sait par exemple que pour la dydrogestérone, le fait de donner 30 mg, ça bloque l'axe hypothalamo-hypophysaire, et que pour l'acétate de méthoxyprogestérone, à partir de 10 mg par jour, on bloque l'axe hypothalamo-hypophysaire et on inhibe toute sécrétion endogène de LH. Et si on compare les progestatifs entre eux, on voit qu'il n'y a pas vraiment de réelle différence. En tout cas, il n'y a pas de différence sur le plan statistique significatif entre la dédrogestérone, la progestérone micronisée, l'acétate de microprogestérone, la progestérone micronisée, l'acétate de microprogestérone à différentes doses, 10 ou 4 mg, la progestérone micronisée et avec différentes doses. En tout cas, il n'y a pas de différence. Y a-t-il de différence avec les protocoles de stimulation? Si on compare PPOS, Progesterone Priming Progesterone Ovarian Stimulation, avec le protocole antagoniste, sur cette méta-analyse apparue dans Hormone Production Update, il n'y a pas de différence pour la durée de stimulation, pour la dose totale de gonadotrophine, pour le nombre de CCO, pour tout, hein, les ovocytes matures, le taux de grossesse, multiple, le taux de fausse couche et tout de naissance vivante. Pas de différence significative. Et aussi pour le protocole agoniste. Là aussi, il n'y a pas du tout de différence significative. Mais devrait-on s'arrêter ici et dire ça marche aussi bien que le protocole antagoniste et agoniste? Dans la vraie vie, on ne compare pas des protocoles, on compare des patientes. Et pour comparer des patientes, il faut savoir appareiller les patientes. Très beau travail, très beau travail, où on a essayé d'appareiller sur une cohorte très importante des patientes en fonction de leur âge. On a fait un appareillement avec un ratio de 1/1, c'est-à-dire chaque PPOS, on a trouvé une patiente soit en antagoniste, soit en agoniste avec le même âge. Et on a essayé de voir la différence par rapport aux paramètres cliniques et biologiques de la fécondation in vitro. Et là, voilà ce qu'on a trouvé. Bien évidemment, il y avait plus de transferts en frais
avec le protocole antagoniste, bien évidemment, avec une différence significative. Mais là, regardez, on avait plus d'embryons J2 ou J3 transférés avec le protocole antagoniste. On avait plus de blasto transférés avec le protocole antagoniste avec une différence significative. Mieux encore, on avait un taux de grossesse supérieur avec le protocole antagoniste, un taux de grossesse clinique, un taux de naissance vivante et aussi le temps pour avoir cette grossesse est beaucoup plus rapide. Donc ici, si on fait un appariement un par rapport à l'âge, le protocole antagoniste marche mieux que le PPOS. Mais là aussi, ce n'est pas la vraie vie. Il ne faut pas s'apparier à l'âge, il faut s'apparier par rapport à la faculté, par rapport à ce qu'on voit comme réponse à la stimulation ovarienne. Les 3 catégories, hyporépondeuses, normorépondeuse et hyperrépondeuse. Il faut voir à ce que le PPOS marche mieux que les protocoles standards chez ces 3 catégories. Si je vous dis normorépondeuse, vous allez me dire sûrement ce n'est pas du tout une indication à faire du frisol. Donc ce n'est pas du tout une indication à utiliser en PPOS. Et ceci aussi est conforté par la littérature, parce que dans cette étude rétrospective de 2023, et là aussi vous pouvez me poser la question pourquoi on ne met pas des méta-analyses de RCT, parce qu'on n'en avait pas beaucoup, parce que le dernier remonte à 2020 sur des cohortes très minimes. Et là, c'est la plus grande série de cohortes rétrospectives par rapport au PPOS. Là, on voit que le protocole PPOS par rapport au protocole chez les normorépondeuses marche beaucoup moins. Le protocole antagoniste donne beaucoup plus de naissances vivantes que le PPOS chez les normorépondeuses. Et c'est logique. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout l'indication. Chez les hyperrépondeuses, on a toujours recours au frisol pour les hyperrépondeuses. Si on a une réponse excessive, on va déclencher par un agoniste pour faire un frisol. Est-ce que ça marche pour les protocoles PPOS? Bien évidemment. Vous avez vu que ça se colle presque mot par mot sur le protocole antagoniste. Donc, en cas de PPOS et hyper-réponse éventuelle et risque d'hyperstimulation, on peut ne pas déclencher avec de l'ACG et déclencher avec des agonistes. Ça donne les mêmes résultats. Et si on se penche sur les résultats en termes de ovocytes recueillis, en termes de blastocytes de bonne qualité et en termes de naissance vivante, regardez, on a plus d'ovocytes recueillis avec l'antagoniste que le protocole PPOS. On a plus de blastocytes de bonne qualité avec le PPOS, avec l'antagoniste par rapport au PPOS. Là, il n'y a pas de différence significative, mais regardez, il y a une vraie tendance à une supériorité du protocole antagoniste par rapport au PPOS. Là, on est à 46% et là, on est à 37%. Certes, sur le plan statistique, ce n'est pas significatif, mais c'est un design rétrospectif avec un nombre pas très important de patientes. Donc, probablement, si on augmente le nombre de patientes needed pour ce travail-là, on aura probablement une significativité par rapport au taux de naissance vivante. Les hyporépondeuses. Hyporépondeuses, pas beaucoup de follicules, pas beaucoup d'embryons. Donc, la logique dit, essayons de faire un pooling. Essayons d'avoir beaucoup de petits poussins qu'on va essayer de cultiver pour pouvoir avoir le choix par la suite pour transférer le plus beau d'entre eux. Est-ce que ça marche chez les patientes hyporépondeuses? Le même travail, il n'y a aucune différence significative, aucune. Là, il n'y a pas ni une supériorité ni une infériorité. Les résultats sont identiques entre le PPOS et le protocole antagoniste en termes de tous les paramètres cliniques et paracliniques. Le travail qu'on fait à Isa Hoffman, donc c'est un travail qui est encore en cours. C'est un protocole qu'on appelle mild progestérone et pooling. Ce sont des patients dont l'âge est inférieur à 40 ans qui ont des cycles réguliers pour pouvoir faire des mild stimulations. Et dans une simulation précédente, on a obtenu soit un seul ovocyte mature, soit un seul embryon, et pourtant on a utilisé des doses qu'on qualifierait de maximales. Ça veut dire 300 unités, que ce soit FSH recombinante ou d'HMG. Les critères d'exécution, c'était les patientes qui refusaient cette prise en charge en mild avec pooling embryonnaire. Notre protocole, le voilà,
on commence avec le citrate de clomifène à la dose de 100 mg du 2e au 6e jour du cycle. Après, au 8e jour du cycle, on fait une échographie avec un dosage d'ostradiol et LH. Et on commence par l'introduction de la dédrogestérone et de la FSH ou HMG à dose 75 à 150. C'est des MED stimulations, c'est des stimulations douces, jusqu'à avoir des critères de déclenchement. Et là, on déclenche par de la CG. Là, on peut se poser la question, pourquoi on ne commence pas la dihydrogestérone là? C'est une question qu'on se pose toujours et qu'on a eu des explications par rapport à ça. Parce que quand on donne de la dihydrogestérone, on va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Certes, on va profiter de cet effet pour ne pas avoir un pic de LH, mais on ne va pas avoir cet effet de sécrétion endogène de FSH. Or, quand on fait des mal-stimulations en utilisant le citrate de clomifène, en fait, c'est un anti-oestrogène qui va débloquer ce rétrocontrôle négatif qu'a les oestrogènes sur l'hypothalamus et par suite sur l'hypophyse pour sécréter de la FSH. Donc, si on donne en même temps un bloquant et un stimulant, ça ne va pas marcher. Donc, on commence avec ce citrate de clomifène et on a introduit le blocage par l'hydrogestérone par la suite vers J8. Le travail est encore en cours, on est en train de collecter les patientes et j'espère que d'ici, je pense, au moins une année, on aura les résultats. On a vu en termes de grossesse clinique, on a vu en termes de naissance vivante, mais est-ce que le taux d'euploïdie, est-ce qu'on a plus ou moins d'embryons euploïdes, ça veut dire 46 chromosomes, avec le protocole PPOS par rapport aux autres protocoles? Travail de la Marca, très intéressant, c'est une étude prospective, mais de non-infériorité. Donc sur le plan statistique, quand on fait une étude de non-infériorité, c'est pour ne pas avoir un nombre de patients très élevé. On ne voudrait pas démontrer une supériorité, mais une non-infériorité, donc on n'a pas besoin de beaucoup de patientes. Et c'est logique parce que la différence elle est tellement petite qu'on peut pas, pour démontrer une supériorité, on aura besoin de milliers et milliers de patientes. On a biopsié 785 blastocystes chez 48 patientes. Et là, il a bien fait, il a fait un appariement de une patiente sur 3 par rapport à l'âge avec un protocole antagoniste. L'âge moyen des patientes était à 37 ans. Et là, qu'est-ce qu'il a démontré? Pas du tout de différence significative. Donc, le taux d'adénoïdie, donc quand il a fait de BJTA, il n'a pas trouvé de différence significative pour les embryons obtenus suite à un PPOS ou un embryon obtenu suite à une stimulation par antagoniste. Autre travail, là c'est une étude chinoise, étude rétrospective, entre janvier 2018 et décembre 2021, là aussi PPOS et protocole antagoniste. Là, on a pris des patientes un peu plus âgées, et là, à contrario, il y avait une différence. Une différence significative pour le taux d'ovocytes matures, pour le taux de plastulation et aussi pour le taux de ploïdier. Donc tout ça a été diminué avec le protocole PPOS. Pourquoi je vous montre ces deux articles? Pour vous montrer qu'on n'a pas assez de recul. Finalement, la question n'est pas du tout tranchée. Est-ce que utiliser du PPOS améliore les résultats ou au mieux on a les mêmes résultats? On ne sait pas. Même en termes d'euploïdie, ça veut dire des choses vraiment très concrètes, très scientifiques, où on regarde des chromosomes, on n'a pas pu trancher et faire la différence. Le coût, c'est important. Quand on utilise le PPOS, ça coûte beaucoup moins cher qu'utiliser des analogues de la GnRH. Et ça a été démontré. Oui, ça coûte moins cher, mais ça coûte moins cher dans quelques indications. Parce que si une patiente devrait avoir un transfert en frais et on lui colle une congélation, la congélation, ça coûte de l'argent, la préparation endométriale, ça coûte de l'argent, la vitrification, dévitrification, ça coûte de l'argent, et ça aussi, ça coûte, quand on additionne tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, dans ce travail intéressant, et là, il le dit d'une façon très claire, le PPOS est effectif, et costness effectif, par rapport aux antagonistes chez les patients chez qui on ne prévoit pas de faire un transfert en frais, chez qui on prévoit de faire un frisol, soit pour faire un diagnostic préimplantatoire, PGTA ou PGTS, ou une préservation de la fertilité. Ça, c'est quand on a le choix. Mais en Tunisie, on n'a pas toujours les choix. Et vous vous rappelez de cette période, début d'année, pas d'agonistes, pas d'antagonistes, des ordonnances un peu partout en France, en Allemagne, chez nos frères algériens et tout, pour avoir les traitements.
Eh bien, dans ces situations-là, il faut trouver des solutions. Et parfois, quand on est acculé à faire des choses, qu'on réfléchisse et qu'on trouve des solutions. Donc, on a commencé à proposer, on va faire un protocole chez les patients pendant ces périodes-là, de faire un PPOS chez les patients qui n'ont ni son conflit d'intérêt, ni de décapeptine, ni de cétrotide. Donc, les critères d'inclusion, on a inclus toutes les patientes chez qui on n'avait pas des analogues de la GnRH et qui avaient accepté de faire du frisol. Et on a fait, par la suite, c'était un travail présenté en cours par Dr Wissem Friha, je ne sais pas si elle est là. C'est un travail qui est fait par elle, il fait partie des résidents de biologie à l'hôpital Isa Hoffmann. Donc on a fait un appariement par rapport à l'âge avec un ratio de 2/1. On a pris des patientes en protocole antagoniste sur l'année 2022, de janvier 2022 à décembre 2022. Notre protocole, c'est là. Donc, dans ce cas-là, on donne de la FSH exogène, donc on n'a pas besoin du cerveau. Donc, on peut donner de la dihydrogestérone dès les premiers jours de stimulation. C'est de la dihydrogestérone à la dose de 30 mg, donc un comprimé x 3, à partir du deuxième jour du cycle, et on donne de la FSH recombinante, de la CMG, entre 150 et 300 unités en fonction du profil hormonal et de la réponse attendue chez les patientes. Et on a fait un protocole vraiment classique avec un monitorage échographique, biologique, tout au long de la stimulation. Et là, on déclenchait soit avec un agoniste en cas de risque d'hyperstimulation ovarienne, ou soit avec de l'ACG recombinante s'il n'y a pas de risque. Et voici nos résultats. Avec le PPOS, on avait moins de vécite mature. Avec le PPOS, on avait moins d'embryons AJ3. Mais on avait exactement les mêmes taux de blastulation et le même nombre de blastos transférés. On n'est pas encore arrivé au taux de naissance vivante, on va y arriver parce que ce sont des patientes qui ont arrêté leur inclusion en juillet. Il y en a qui ont entamé leur transfert d'embryon congelé et il y en a qui attendent encore. En tout cas, je pense qu'on aura les résultats pour ces patientes-là d'ici au moins 2 ans pour voir le nombre de naissances vivantes en cumulé. Hop. Là aussi, si je vous dis frisol, qui est l'indication la plus prédominante, en tout cas la plus importante pour faire du frisol, c'est la préservation de la fertilité, bien évidemment. Là, c'est notre protocole à nous, donc c'est un travail qu'on a présenté à l'ASRM en 2020. Là, on était vraiment très carré. On a donné exactement les mêmes doses de gonadotropine pour les patientes. Un groupe d'études d'hydrogestérone, 30 mg dès le début de la stimulation ovarienne. Toutes les patientes étaient en random start. Donc on commençait soit en début de phase folliculaire, soit en fin de phase folliculaire, soit en phase lutéale. Donc toutes les patientes étaient en random start. Et on a comparé par rapport à un protocole antagoniste classique, mais cette fois-ci on a commencé cette cétrotide vraiment dès le début de la stimulation ovarienne. Et voici nos résultats. Dans ce cas-là, vous voyez, la cohorte n'est pas très importante. On a comparé 22 par rapport à 24. C'est une étude prospective durant la même période. On a trouvé exactement le même nombre de métaphase 2 congelés, vitrifiés pour ces patientes-là. Et d'ailleurs, depuis notre protocole à l'hôpital pour la préservation de la fertilité, pour la stimulation en préservation de la fertilité, si on n'a pas une maladie hormonodépendante, à savoir un cancer du sein ou une maladie de système ou un lupus, on bloque par du dufastan. Sinon, pour les autres patientes, on bloque par du Citrolix. Donc, on fait du dufastan systématique pour les patientes. En conclusion, PPOS, ça marche pour bloquer le pic de LH. Ça a été démontré et vérifié sur des études biologiques chez les animaux et chez l'être humain. Il a certainement des avantages. C'est un protocole patient-friendly. Il y a moins d'injections pour les patientes. Ce sont des comprimés à prendre par voie orale. Donc il y aurait moins d'injections. Mais pour le coût, c'était parmi les arguments avancés par plein d'auteurs au début des expériences. Pas forcément, parce que si la patiente n'avait pas d'indication à faire un frisol, ça coûterait plus cher. Les inconvénients, on n'a pas encore un recul suffisant, le recul est insuffisant par rapport à ce protocole, et c'est un protocole chez qui on doit indiquer d'une façon obligatoire un frisol. Ce qu'on utilise, c'est surtout la dihydrogestérone à la dose de 20 à 30 mg par jour. Je ne vous cache pas, à l'hôpital, on est un peu frileux et on reste à 30 mg par jour, on n'est pas passé à 20 mg par jour.
soit l'acétate médroxyprogestérone, merci beaucoup, à 10 mg par jour. On peut faire le protocole flexible ou fixe en cas de gonadotrophine de façon exogène, mais on est obligé d'introduire PPOS, la progestérone, après J8 si on va utiliser du citrate de clomifène ou un anti-aromatase pour pouvoir profiter de cette FSH endogène. Jusqu'à 2023, c'est important parce que probablement les choses vont changer les années prochaines. Jusqu'à 2023, PPOS est moins efficace que les protocoles standards chez des normorépondeuses. PPOS serait moins efficace chez les hyperrépondeuses. PPOS a la même efficacité que les protocoles standards chez les hyporépondeuses. Et d'ailleurs, je reviens à la même conclusion de cet article pour le coup. Il faut indiquer le PPOS si on va faire un frisol. Un frisol, soit pour faire un pooling embryonnaire si les patientes hyporépondeuses et avoir ce choix et cette chance de choisir les embryons par la suite. Un frisol s'il y a une indication à un diagnostic préimplantatoire, que ce soit un PJT aneuploïdie ou un PJT screening. Et aussi, bien évidemment, pour la préservation de la fertilité, ça reste une indication de choix. Et je vous remercie.